Last of Us, la terrible vérité qu'on préfère ignorer de Absurdicus. Allons-y. Je vais les trouver. Et je vais les tuer. Tous. Jusqu'au dernier. The Last of Us n'est pas juste une histoire de fin du monde. Ce n'est pas seulement une aventure post-apocalyptique où l'on affronte des infectés et des survivants qui font parfois preuve de bien plus de cruauté que les monstres qui rôdent désormais les grandes villes. Ce n'est pas non plus une épopée tragique sur la perte et le deuil. C'est une œuvre qui, dès ses premières minutes, prend aux tripes et nous force à ressentir quelque chose d'indescriptible, quelque chose de profondément humain. Quand le jeu est sorti en 2013, il a immédiatement marqué l'industrie du jeu vidéo. Il a prouvé qu'un jeu pouvait raconter une histoire avec la même intensité qu'un grand film ou un roman marquant. Puis, avec l'adaptation en série HBO, The Last of Us a touché un public bien plus grand que les simples joueurs du jeu vidéo, confirmant ainsi qu'il ne s'agissait pas simplement d'un bon jeu, mais d'une œuvre capable de bouleverser ceux qui s'y plongent. Mais malgré son immense succès, une partie du public passe à côté de son véritable message. On parle souvent de sa narration, de ses personnages, de son réalisme brutal, mais peu de gens osent vraiment regarder en face ce que The Last of Us essaie de nous dire. Car au-delà du décor apocalyptique, cette histoire raconte quelque chose de bien plus intime et de bien plus dérangeant. L'amour, le deuil, l'attachement, The Last of Us nous confronte à ce que nous avons de plus profond en nous. Mais cette histoire, aussi belle soit-elle, est aussi une tragédie. Et c'est peut-être pour ça qu'on refuse de le voir telle qu'elle est réellement. Alors, que nous raconte véritablement The Last of Us? Et surtout, pourquoi cette histoire nous touche-t-elle autant? Alors pourquoi? Allons-y. Partie 1, l'illusion d'un monde perdu. Ok. L'une des premières choses qui frappe dans The Last of Us, c'est son ambiance. Un monde ravagé par une pandémie fongique, un claqueur, des villes en ruine, la nature qui reprend ses droits, tout semble nous raconter l'histoire d'un monde totalement perdu. Comme si l'humanité avait été brusquement effacée par une force incontrôlable. Mais est-ce vraiment ce que The Last of Us veut nous raconter ? Bah un peu je dirais. Allô? Dès les premières minutes de The Last of Us, on nous plonge dans un monde en train de basculer. Tout commence dans le confort d'une maison, une chambre d'adolescente remplie de posters, une montre offerte en cadeau d'anniversaire, une scène banale presque douce. Puis brutalement, tout s'effondre. Le chaos envahit les rues, les cris résonnent, la panique se propage, et en quelques instants, l'ordre qui semblait inébranlable s'efface et laisse place à la terreur. Ce que The Last of Us nous montre ici, ce n'est pas juste la fin du monde, mais la fin d'un mensonge. L'illusion d'une société stable, d'une vie maîtrisée où rien ne peut basculer du jour au lendemain. Bah alors je prendrais pas l'exemple pour nous les gars, parce que bon, faudrait vraiment un très... allez, ouais je dirais vraiment, faut vraiment avoir un très gros truc je pense pour qu'on ait vraiment ce genre de pandémie. Parce qu'on peut même pas mettre le Covid, on peut même pas mettre... enfin cocher cette case en fait du Covid parce que ça n'a pas été le cas en fait. Le Covid ça a juste rendu malade les gens, dont moi du coup qui ai eu aussi le Covid. Certains en sont décédés malheureusement à cause de cette maladie, mais on peut pas dire que c'est du The Last of Us. Enfin on peut pas dire que c'est je vois mal en fait, je vois, mais je vois vraiment mal, vraiment entre guillemets une pandémie qui irait jusque là, tu vois. Pitié, pas ça. Pitié. Les débuts du jeu toujours aussi émouvants. 20 ans plus tard, lorsque nous retrouvons Joel, le monde n'a plus rien de familier. La nature a repris ses droits sur les ruines des grandes villes, les infrastructures humaines sont à l'abandon, rongées par le temps, et la société telle qu'on la connaissait a complètement disparu, remplacée par un quotidien rythmé par la survie. Chaque jour est une lutte contre la faim, la violence et la maladie. Et face à ce décor post-apocalyptique, on pourrait croire que The Last of Us est juste une histoire sur la fin du monde et sur la perte irrémédiable d'une époque révolue. Non,
Non, non, non, non. Non, non, parce que du coup, à travers The Last of Us, alors je pense qu'il va sûrement le dire par la suite, mais non, The Last of Us, ça raconte pas uniquement que la pandémie, ce qui s'est passé depuis 20 ans. Non, non. Ça nous raconte aussi l'histoire de comment une jeune fille a pu être immune. Enfin, non, 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 ça nous raconte pas l'immunité de Ellie, mais ça nous montre que Ellie, justement, est immunisée. Et donc, du coup, dans ce monde de chaos, on nous montre une petite fille immunisée dans ce monde de chaos. Et qu'on se dit, putain, il y a une chance. Il y a vraiment même une chance infime, mais une chance de retrouver peut-être notre monde d'avant. Mais en regardant de plus près, The Last of Us ne décrit pas un monde entièrement mort, mais un monde en pleine mutation. L'humanité n'a pas disparu, elle a simplement changé. Dans les zones de quarantaine, un semblant de société persiste sous Elle s'est adaptée. un régime militaire autoritaire. Les groupes de survivants, eux, forment de nouvelles communautés, chacun recréant un système de valeurs basé sur ses propres règles. Des factions se battent pour le pouvoir, d'autres tentent de rebâtir un semblant de normalité. Le chaos n'est pas total, il est structuré et organisé différemment. Tommy et sa communauté en sont un exemple parfait. Loin de l'anarchie des zones de quarantaine ou de la brutalité des milices rebelles, ils réussissent à rétablir une forme d'ordre, à créer un lieu où les enfants vont à l'école, où l'électricité fonctionne, où l'idée même de civilisation renaît. Je sais pas ce que tu sais, mais va voir la ville. On compte plus de 20 familles. Vivant de façon autonome. On a des plantations, du bétail. On sait que ce mode de vie était mort et opéré. Et c'est là que réside l'illusion du jeu. On nous fait croire à un monde perdu alors qu'il nous montre en réalité une humanité qui ne cesse d'aller de l'avant. Alors pourquoi avons-nous cette sensation de perte irrémédiable? Bien tout simplement parce que l'histoire ne joue pas seulement sur l'effondrement du monde, mais sur la manière dont les personnages, et notamment Joel, perçoivent cet effondrement. Pour lui, la pandémie n'a pas seulement détruit la société, elle a anéanti sa propre vie. La perte de sa fille Sarah lui a tout pris, et dès lors, il n'a plus vu dans ce monde qu'un endroit hostile et cruel. Mais est-ce réellement la vérité ou est-ce simplement son propre regard sur les choses qui l'empêchent de voir autrement? L'autre personnage, Ellie, elle, n'a jamais connu l'ancien monde. Pour elle, ce passé idéalisé n'est qu'une histoire que les adultes racontent avec nostalgie. Elle ne pleure pas un monde qu'elle a perdu. Elle se contente d'exister dans celui qui est là et de s'adapter comme elle l'a toujours fait. Et c'est peut-être là le véritable propos de The Last of Us. Nous faire comprendre que ce qui est perdu n'est pas forcément le monde, mais notre manière de le voir. La survie, l'instinct, la violence, l'amour, ces choses-là n'ont pas disparu avec l'effondrement de la civilisation. Elles ont toujours été là, sous-jacentes, dissimulées sous le vernis de la modernité. Ce que l'Apocalypse a fait, ce n'est pas tant détruire l'humanité que lui retirer ses illusions. Le confort, la stabilité, la certitude d'un avenir meilleur, tout cela était une construction fragile, une parenthèse dans l'histoire. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui a disparu, mais ce que l'on choisit de reconstruire. Ce à quoi on s'accroche pour donner du sens à ce qui en reste. Joel s'accroche énormément à Ellie. Elle devient son espoir, sa seconde chance, la seule chose qui lui permet de croire qu'il y a encore quelque chose à sauver. Mais est-ce vraiment l'amour qui le guide ou simplement la peur de perdre quelque chose qui lui est cher? Alors, je dirais les deux. Je dirais comme il a perdu dès le début Sarah dans le premier, je dirais qu'il y a l'amour et la peur de la perte d'un être cher. C'est bien pour ça quand même que pour le coup dans le 2, tu vois aussi pourquoi Ellie voulait se venger. Pourquoi Ellie veut se venger de Abby dans le 2, bah, c'est très simple. Parce que pour elle, Abby a tué son père. Alors que malheureusement... Joël, en voulant sauver Ellie, bah, il a buté le père d'Abby, tu vois. Donc tu vois, c'est ça double tranchant, tu vois. Mais ouais, je dirais l'amour et la crainte de perdre un être cher comme... Que du coup, ça, en gros, c'est sa fille de substitution. C'est ça. En fait, en fait, dans le 1, tu montres à quel point il a vraiment tout perdu avec sa première fille. Du coup, bah, au fur et à mesure du temps, parce que du coup, Joël ne voulait pas avoir Ellie, bah, comme... il voulait pas s'en occuper au départ. Au départ, je vous rappelle au niveau de l'histoire, au départ, c'était juste une marchandise à ramener justement en dehors de la ville qui ensuite on devait passer par le Capitole et donc un groupe de lucioles nous attendait là-bas et devait nous retrouver justement. On devait les retrouver pour justement drop Ellie et puis hop, on empochait la récompense et puis ciao bye bye. À la base, l'histoire partait de ça. Mais du coup, comme les lucioles au Capitole se sont fait fumer, et ça part dans une toute autre histoire, dans une autre intrigue avec nos deux protagonistes. Une seconde fois. On a trouvé les lucioles. Grâce à elles,
Ils allaient enfin pouvoir faire ce remède. Le seul problème, c'est que ça l'aurait tué. Putain de merde, Joël. Qu'est-ce que t'as foutu? Qu'est-ce qu'il a fait? Partie 2, Joël et Ellie, une relation contre nature. Oh! Je pense que je vais bien aimer ce point-là. On va voir ce qu'il va dire. Une grande partie de l'histoire tourne autour de la relation entre Joël et Ellie. Ouais. Dès le départ, leur lien semble évident. Un homme brisé par la perte de sa fille rencontre une jeune fille qui a grandi dans un monde où l'enfance n'a plus sa place. Pourtant, cette relation, qui pourrait sembler être une reconstruction d'un lien familial perdu, est bien plus trouble et ambivalente qu'elle n'y paraît. Joël, après avoir survécu pendant des années en ne comptant que sur lui-même, n'avait plus vraiment d'attache. Il n'était plus un père, plus un mari, juste comme beaucoup d'autres, un survivant. Et puis il rencontre Ellie, une adolescente née dans un monde en ruine et qui n'a jamais eu le luxe d'avoir une famille, une enfance et un semblant de normalité. Et pourtant, à travers The Last of Us, cette relation improbable devient l'axe central du récit. Une relation qui évolue lentement, maladroitement et qui se construit à travers la violence et la douleur. Joël refuse d'abord de s'attacher à Ellie, et Ellie, de son côté, cherche en lui un protecteur sans trop comprendre pourquoi. Ils avancent ensemble, mais chacun garde une certaine distance, comme s'ils savaient tous les deux que s'autoriser à aimer serait une faiblesse. Je suis désolée pour ta fille, Joël. Mais moi aussi, j'ai perdu des proches. Tu ne sais absolument pas de quoi tu parles. Les seules personnes que j'ai jamais aimées sont toutes mortes ou m'ont abandonnée. Toutes sauf toi, merde. Alors me dis pas que je serai plus en sécurité avec un autre, parce que la vérité, c'est que j'aurai encore plus peur. À mesure que Joël s'attache à Ellie, il devient incapable d'envisager un monde sans elle. L'amour qu'il lui porte n'est plus seulement celui d'un protecteur ou d'un père de substitution, c'est un amour presque égoïste. Un amour qui refuse de perdre, quitte à sacrifier tout ce qui reste d'espoir dans ce monde. Le moment où cette relation bascule définitivement, c'est bien sûr dans l'hôpital des Lucioles. Joël est face à un dilemme moral absolu. Sauver Ellie signifie condamner l'humanité à poursuivre son agonie, et la sacrifier signifie perdre une nouvelle fois ce qu'il a de plus cher. La vérité, c'est que pour lui, il n'y a jamais eu vraiment de véritable choix. Il ne peut pas la perdre, pas une seconde fois. Il ne veut pas revivre cette douleur. Et en une action, il passe du statut de héros à celui d'un homme égoïste, capable de massacrer sans hésitation Et meurtrier ceux qui aussi. menacent ce lien qu'il s'est construit. Ouais. Jure-moi qu'absolument tout ce que tu m'as dit à propos des Lucioles est vrai. Je te le jure. Ok. Quand nous retrouvons Ellie des années plus tard, leur relation a énormément changé. Elle sait dorénavant ce que Joël a fait. Elle sait qu'il lui a menti. Ce mensonge l'arrange plus que la vérité elle-même. Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement une question de morale, de bien ou de mal, c'est une question d'amour, d'un amour trop grand, beaucoup trop destructeur. Ellie ne peut pas simplement lui pardonner, parce qu'elle comprend que Joël l'a privée de son libre arbitre. Et pourtant, malgré la colère, malgré l'incompréhension, elle n'arrive pas à le haïr. C'est toute la beauté tragique de leur relation. Car si le premier jeu nous faisait croire à une fin heureuse, la réalité va brutalement rattraper ce duo. La relation qu'on ça. croyait inébranlable était déjà en train de s'effondrer avant même qu'Abby ne vienne y mettre un point final. Mais ça a été... Ça a été la Au goutte d'eau qui final, a... toute leur relation qui a repose tout sur tué. des non-dits, sur des choix impossibles et sur un amour qui, bien que sincère, s'est construit dans la douleur et la peur de la perte. Mais peut-on Ouais. vraiment parler d'un amour problématique quand il est avant tout profondément humain? Car c'est bien là toute la beauté de The Last of Us. Il ne nous montre pas un amour parfait, mais un amour vrai, imparfait, fait d'erreurs, de mensonges, de regrets, mais aussi de moments de tendresse et de liens indestructibles. Joël et Ellie s'aiment véritablement, mais leur amour est hanté par le monde qui les entoure, par les sacrifices qu'ils portent et par le poids des choix qu'ils ont dû faire. L'amour, sous toutes ses formes, est ce qui nous rend humains. Il n'est ni totalement pur, ni totalement égoïste. Il est fragile, parfois déchirant, mais il est aussi ce qui donne du sens à nos existences. Et c'est parce que protéger ceux qu'on aime est inscrit en nous qu'au fond, nous aurions tous fait comme Joël ce jour-là, sacrifier le dernier espoir de l'humanité. Ah, alors en vrai ça se tape, hein, parce que sacrifier le dernier espoir de sacrifier l'espoir de l'humanité, voilà. En vrai c'est un choix quand même très très compliqué, hein.
C'est un choix très dur. Ah, en vrai, pour le pour et le contre, non, ça, c'est un choix très, très compliqué, hein, franchement. Parce que là, on est dans un jeu, donc du coup, il y a l'histoire qui est mise en avant là-dessus. Donc, c'est l'histoire même du jeu. Mais franchement, je sais pas. Est-ce que vous seriez capable que si jamais il y a une pandémie sur Terre, est-ce que vous seriez capable, si vous connaîtriez, bref, peu importe, si vous connaissez vraiment une personne chère, on va dire par exemple votre meuf. Imaginez votre meuf ou votre fille, un des deux, imaginez votre meuf ou votre fille qui porte vraiment le vaccin en elle. Par contre, si on lui retire ce vaccin, justement pour pouvoir l'irriguer à toutes les personnes dans le monde qui ont été infectées, ça la tue. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites en sorte de la sauver pour justement pouvoir continuer à vivre avec elle et vous en foutre un peu, on va dire, des conséquences sur le monde? Ou alors vous la sacrifiez pour que justement vous retrouviez un monde qui soit un peu plus à l'image humaine? Je serais très curieux de connaître votre réponse dans la barre des commentaires. Très très curieux même. L'humanité pour préserver la nôtre. Moi perso, je sais pas. En fait, je sais pas. Enfin, me dire soit je sauve ma meuf ou ma fille, du coup, pour égoïstement, pour la sauver elle et m'en foutre de l'humanité, je sais pas. En fait, c'est un choix trop compliqué et trop difficile à faire, je trouve. Donc, mais vraiment, vous en commentaire, dites-moi ce que vous auriez fait. Ça m'intéresse vraiment. Alors, partie 3, l'effondrement de nos certitudes. Ok. Si The Last of Us Partie 1 nous racontait une histoire de survie et de renaissance à travers Joel et Ellie, sa suite choisit de briser tout ce qui semblait déjà être acquis. The Last of Us second du nom est une œuvre qui refuse la facilité, qui prend le spectateur et le joueur à contre-courant en détruisant les bases mêmes sur lesquelles reposait notre attachement au personnage. Tout commence par une perte, celle de Joel, ce père de substitution que nous avions appris à aimer, dont Ellie ne pouvait se détacher, et qui finit par être massacré sous ses yeux. À cet instant, c'est tout notre rapport à l'histoire qui bascule. Joel n'est plus le héros, Ellie n'est plus une simple survivante, et le monde de The Last of Us révèle sa véritable nature, impitoyable, sans place pour la justice ou l'espoir. Que reste-t-il alors lorsqu'on nous arrache tout? Pour Ellie, la réponse semble évidente. La haine. T'as Ouais, la aucune vengeance. idée de ce qui t'attend là-bas. Tu sais pas combien il y aura d'ennemis, s'ils seront armés. Je m'en fous, ok? Tu me feras pas changer d'avis. Cette vengeance est animée par un besoin viscéral, une pulsion incontrôlable qui la pousse à tout sacrifier pour retrouver Abby, celle qui a mis fin à la vie de Joel. Nous embarquons donc dans ce voyage déchirant, persuadés de connaître la finalité de cette quête. Mais c'est là que le jeu opère un coup de force monumental, il nous oblige à voir l'autre côté du miroir. Car cette partie 2 ne se contente pas d'être une simple histoire de revanche, il nous fait incarner aussi le personnage d'Abby qui est considéré comme étant la méchante du jeu, celle que nous haïssons instinctivement pour ce qu'elle a fait à Joel. Mais en prenant le temps de raconter son histoire, en nous plongeant dans ses pertes, ses espoirs et ses propres douleurs, le jeu nous oblige à voir ce que nous refusons souvent d'admettre. Dans ce monde, il n'y a ni gentil, ni méchant. Seulement des survivants, chacun guidé par ses propres blessures. Évidemment, en tant que joueur, nous étions programmés pour détester Abby. Mais peu à peu, cette haine se diffuse. Nous voyons qu'elle n'est pas vraiment le monstre qu'il nous est dépeint, mais simplement une jeune femme qui a perdu aussi son propre père, assassinée par Joel. Ouais. Sa vengeance devient alors aussi justifiée que celle de Ellie. Et pourtant, alors qu'elle-même tente de s'éloigner de ce cycle de violence, Ellie, elle, s'y enfonce toujours plus profondément. Le récit devient alors une descente aux enfers, où chaque choix nous met face à notre propre malaise. Ellie se radicalise, détruit tout ce qu'elle a construit, sacrifie ses liens, son amour avec Dina et son humanité, incapable d'abandonner cette haine qui la consume. Mais la conclusion de cette histoire n'est pas celle que nous attendions. Ellie retrouve Abby, mais ce n'est plus la figure forte et imposante que nous avons connue. C'est une femme brisée, affaiblie, au bord de la mort. Et c'est à ce moment-là que tout bascule. Au lieu d'un duel final glorieux, nous assistons à une scène d'une cruauté insoutenable. Un combat désespéré où il n'y a plus de sens, plus de raison, juste deux âmes vidées et incapables de s'arrêter. Et puis, Ellie décide de lâcher prise. Elle décide de ne pas tuer Abby. Non pas par Bah moi je trouve que ça a été...
Je trouve que ça a été trop tardif en fait. Je trouve vraiment que ça a été trop tardif. Le fait que Ellie, elle se dise bon bah au final, Abby, je vais relâcher la pression, je vais pas te buter. Non, je trouve que c'était vraiment trop tardif cette décision. Parce qu'au final, elle a quand même tout perdu. Elle a perdu Joël, elle a perdu les personnages Jackson parce qu'elle s'était isolée avec Dina. Elle a perdu Dina aussi qui lui avait donné le choix. Ah, elle aurait jamais dû partir parce que franchement, elle avait la vie qu'elle souhaitait. Elle avait sa meuf, un enfant sur qui s'occuper. Elle était bien, elle était en pleine cambrousse avec des petits moutons, voilà. Non, franchement, elle avait vraiment un très beau décor auquel elle pouvait se rattacher, mais vraiment son point de vue de vengeance la détruit. Mais genre vraiment totalement. Et ce choix-là a été trop tardif. Clémence, mais parce qu'elle comprend enfin que la vengeance ne ramènera jamais Joël. Mais ce choix ne lui rend rien de ce qu'elle a perdu. Elle rentre chez elle, trouve une maison vide, un foyer abandonné, tout ce qu'elle a sacrifié n'a servi à rien. Et alors qu'elle tente de rejouer un dernier morceau de guitare, seul vestige de son lien avec Joël, elle réalise qu'elle n'y arrive plus. Ses doigts mutilés l'en empêchent. Je crois que je pourrais jamais te pardonner. Mais j'aimerais bien essayer. Ouais, enfin, déjà pardonne-toi toi-même. Et c'est ainsi que se termine The Last of Us Partie 2. Une fin qui ne cherche pas à nous donner du réconfort, qui ne nous offre pas de rédemption ou de conclusion satisfaisante, juste une jeune femme qui s'éloigne seule vers un avenir incertain. Et nous, en tant que spectateurs et joueurs, restons là, face à l'un des récits les plus cruels, mais aussi les plus puissants jamais racontés, parce qu'il ne nous donne pas ce que nous voulons, mais ce que nous avons besoin de voir, la vérité. Partie 4, l'histoire que nous refusons d'accepter. Ciao, ciao. L'histoire que nous dépeint le jeu n'est pas une histoire qu'on veut entendre, c'est une histoire qu'on préfère nier, parce qu'elle nous met face à ce que nous sommes capables de faire pour ceux qu'on aime. Elle nous confronte à nos contradictions, à notre violence, à nos élans les plus égoïstes, mais aussi les plus sincères. Et peut-être que la plus grande tragédie de cette histoire, ce n'est pas la fin du monde, ni même la mort de Joël, c'est ce qu'elle révèle de nous. Cette vérité brutale que protéger ceux qu'on aime est inscrit en nous, que face au choix entre le bien commun et la personne qu'on aime, on choisirait sans doute comme Joël, on sacrifierait tout pour préserver une part de nous-mêmes, même si cela signifie condamner le reste du monde. Et c'est justement pour ça que The Last of Us nous touche autant, parce qu'il ne parle pas d'héroïsme, il parle de l'être humain, de cette part fragile, imparfaite, instable, mais profondément incontestable, qu'on préfère souvent ne pas regarder en face. Mais ce n'est qu'un début, parce qu'avec The Last of Us Partie 2, le jeu nous pousse encore plus loin. Il nous prend tout ce qu'on croyait avoir compris dans le premier opus. Il nous arrache à notre confort émotionnel pour nous forcer à marcher dans les pas de l'autre, de celle qu'on pensait détester, de celle qu'on voulait haïr. Et puis le jeu avance et on finit par comprendre. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une vengeance, c'est l'histoire d'une perte, d'un deuil et d'un vide impossible à combler. C'est une boucle infinie où chacun croit agir par justice, par amour, alors qu'il ne fait que prolonger la douleur. Ellie, qui avait tout fait pour briser ce cycle, s'y laisse pourtant séduire. Elle finit par tout abandonner, sa famille, sa paix intérieure, pour une haine qu'elle croit rédemptrice. Et lorsqu'elle se retrouve enfin face à Abby, l'objet de toute sa colère, elle finit par comprendre. Il aura fallu autant de temps et qu'elle perde 2 doigts pour comprendre ça quand même. Ouais. Ce moment-là, ce silence sur la plage, c'est le véritable point final de l'histoire. Pas une victoire, pas un apaisement, mais une rupture, une prise de conscience. Parce qu'au fond, The Last of Us ne cherche pas à nous dire ce qui est bien ou mal. Il ne juge pas vraiment. Il tend juste un miroir et il nous regarde droit dans les yeux. Il nous dit que l'amour peut être une lumière, mais aussi quelque chose de destructeur, qu'il peut nous sauver, mais aussi nous détruire, et que parfois, il n'y a pas de bons choix, juste des choix profondément humains. La force de cette œuvre, c'est cette capacité à nous troubler, à nous déranger et à nous faire réfléchir sur ce que nous sommes prêts à faire au nom de l'amour. Alors non, The Last of Us n'est pas simplement une histoire de fin du monde, c'est une histoire de fin de soi, sur tout ce qu'on perd, tout ce qu'on sacrifie et tout ce qu'on espère encore sauver. Et peut-être que la vraie question que je nous pose est celle-ci. Jusqu'où irions-nous, nous aussi, pour ne pas perdre ce qu'on aime? Très bonne question les gars, très bonne question. Qu'est-ce que vous avez à répondre dans les commentaires, hein? Jusqu'où irions-nous, nous aussi, pour ne pas perdre ceux qu'on aime? J'aime bien parce que il commence déjà à assombrir tout le reste du texte, sauf le M. Tu vois? Il le garde en dernier.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher le Bah, pouce bleu, merci à de toi mettre aussi, un mon ref, commentaire hein. et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, aussi d'activer Putain. la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si vous avez un Twitter, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur... Bah, en tout cas, j'ai pas vu le temps passer. Un très grand merci à toi pour cette vidéo, pour The Last of Us. Mais bon, en tout cas, franchement, très bonne vidéo sur The Last of Us, comme d'habitude. Les liens sont en description, la vidéo et la chaîne de Absordicus. Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette réact et j'espère que elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à mettre le petit pouce bleu, vous abonner, activer la cloche de notification et on se retrouve très prochainement, chers amis, pour une nouvelle réaction. Allez, ciao ciao.